Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ce mardi, comme chaque mardi, à 12h30, pour vous parler d'économie, des décideurs et des dirigeants de notre territoire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de CETI, François Guérin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. CETI pour Compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. Un acronyme un petit peu complexe. On va essayer de mieux comprendre les choses avec vous, François Guérin. Et d'abord, en faisant un petit peu d'histoire, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, j'aime faire ça en début d'émission, et nous expliquer comment vous êtes passé finalement d'une marque de porte qui s'appelle Bellem, créée il y a plus de 30 ans sur le territoire, à un groupe structuré à partir de 2012 qui s'appelle CETI aujourd'hui. Alors je vais essayer de résumer ça en quelques mots pour que ça soit vraiment simple. Tout d'abord, c'est une entreprise de menuiserie générale qui est basée à Machecoul et qui fait de tout, du volet, de la porte, des escaliers, et puis qui a subi un gros aléa parce qu'un client important avait des difficultés et qui a décidé, reprise par quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise, de se spécialiser sur la porte d'entrée et qui a créé à l'époque la première marque de porte d'entrée avec un premier catalogue. Et cette première décision était structurante ça a permis à l'entreprise de redémarrer et de se développer. Et le nom qui a été donné à cette première marque d'entrée, c'était Bellem. Et puis est arrivé quelques années après Yann Rolland qui a repris cette entreprise et qui était vraiment déjà en croissance et qui a continué ce développement sur la porte d'entrée, mais en y apportant des innovations comme le design, comme le matériau alu, acier. Et l'entreprise a continué à se développer, et de 30 à 80 personnes et après à 500 personnes. Moi, je suis arrivé en 2009 et là, on était encore un spécialiste de la porte d'entrée. Et puis, on a décidé, pour vendre plus de portes d'entrée sur certains segments, d'aller vers la fenêtre. Et puis au même moment, on a soutenu une start-up nantaise qui était dans le photovoltaïque, mais qui subissait les soubresauts du marché du photovoltaïque. Et on a investi dans cette entreprise. Et avec une vision, on s'est dit, mais tout ça, ça a du sens à long terme, parce que déjà, on parlait beaucoup d'écologie, d'environnement, et on se disait, mais à terme, quand même, la maison de demain, elle sera plus la même, elle devrait être plus sobre en énergie, plus performante, et qu'est-ce qui compte finalement, c'est cette enveloppe de l'habitat. Mais alors, avant l'enveloppe, pardon François Guérin, mais avant l'enveloppe, il y a effectivement cette notion d'accueil avec la porte et la fenêtre. Aujourd'hui, cette notion-là et ce métier de l'accueil reste quand même encore la locomotive pour le groupe. Le métier de l'accueil, de la porte d'entrée reste la locomotive. C'est aujourd'hui 60% du groupe et 60% d'un groupe qui fait aujourd'hui 215 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1300 salariés. Et l'accueil, la porte d'entrée avec tous ses services, ses produits associés, c'est effectivement la locomotive. Mais on a construit en parallèle ce chemin vers progressivement l'enveloppe de l'habitat. Et qui constitue aujourd'hui les 40% restants, et qui regroupe une partie fenêtre et cette entreprise de photovoltaïque qui fait de la toiture active, où notre vocation aujourd'hui, c'est d'essayer de gérer tous les flux un peu entrant et sortant de cette enveloppe de l'habitat. Les flux de lumière, de chaleur, d'énergie, d'air, pour gérer au mieux le confort, la performance et le côté sain aussi de l'habitat dans lequel on va vivre. D'où ce côté un peu, je dirais, du concept qui émerge dans notre réflexion de l'habitat vivant. Nous gérons un habitat qui va respirer, qui va laisser passer la lumière quand il le faut, qui peut aussi bloquer la lumière ou la chaleur. Voilà. Alors pour bien comprendre, ça veut dire que vous continuez de renforcer cette activité de l'accueil, porte-fenêtre, et vous diversifiez. C'était pour vous démarquer aussi de vos concurrents. On avait sur le marché justement de la porte et de la fenêtre un nombre incalculable de concurrents et d'acteurs en France qui se sont structurés et qui se sont positionnés sur du prix pendant que vous parliez d'innovation et de diversification, notamment par une stratégie de croissance externe. C'est exactement ça. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a deux valeurs très marquantes chez nous, c'est l'innovation et la RSE. Et cette innovation nous amène toujours comme la RSE, à penser différemment, à être différent, à faire notre chemin. Et pendant que d'autres, effectivement, se spécialisent sur la fenêtre ou finalement arrivent à presque faire tous la même chose, on essaie toujours d'être un peu comme la belle statue qu'il y a sur la place d'Ouffet, le pas de côté, d'être un peu décalé et de faire notre chemin différemment. C'est ce qu'on a fait sur la porte d'entrée en étant vraiment le précurseur, et c'est ce qu'on fait avec l'enveloppe de l'habitat, en apportant quelque chose de différent, où finalement on connecte des choses entre eux pour rendre l'enveloppe de l'habitat intelligente. Un pas de côté qui représente aujourd'hui un investissement de 18 millions d'euros. Donc
Dont 7 millions le photovoltaïque. Hein. Une usine de photovoltaïque toute neuve en France, et je tiens à le dire parce qu'il y a quand même plus beaucoup de gens qui fabriquent encore du photovoltaïque en France, et que nous, on a construit une nouvelle usine, alors qu'aujourd'hui, 90% du photovoltaïque vient de Chine. Mais on essaie de faire du photovoltaïque différemment, en y apportant aussi des solutions innovantes. Et puis, une acquisition, c'est une entreprise qui fait de l'isolation et qui vient renforcer cette enveloppe de l'habitat. Alors François Guérin, justement, pour parler de photovoltaïque, comment est-ce que vous allez lutter contre les Chinois quand l'Europe vous demande notamment d'acheter des composants européens? Comment vous allez faire moins cher? C'est une vraie question, et je pense que là, il faut séparer le marché en, je dirais, deux grandes familles. D'abord, les marchés à très gros volume et à faible contenu technologique, qui sont par exemple les fermes solaires ou les très grandes surfaces de bâtiments industriels, où là on va chercher des panneaux photovoltaïques au moins cher et on va les chercher en Chine. Et là, c'est pas nous, effectivement. Et puis on a des marchés qui sont plutôt là, on va être sur l'habitat ou lors du tertiaire très intelligent, on va chercher des solutions beaucoup plus complexes. Et nous, on a été par exemple l'inventeur de l'aérovoltaïque, qui combine le photovoltaïque et l'air sous le panneau pour augmenter le rendement. Un panneau simple, un panneau simple fait 20% de rendement. Sur 100% de l'énergie apportée par le soleil, 20% est traduit en énergie électrique. Avec l'aérovoltaïque, c'est 20% d'énergie électrique, 60% qui s'additionne en chaleur. C'est ce genre de solution plus technologique, plus complète, plus performante qu'on va essayer d'amener, et notamment sur l'habitat, qui est notre cœur de cible. Une très belle innovation. Pour autant, alors sur le marché aujourd'hui, les panneaux chinois ne sont plus taxés depuis septembre. C'est la faute à qui? C'est le lobbying des installateurs de panneaux solaires ou les politiques qui ont cédé à la pression des Chinois? Alors, écoutez, sur ce marché-là, il y a des pressions effectivement très fortes par des lobbies, notamment autour de l'énergie. Si des gros acteurs de l'énergie veulent se positionner sur l'énergie solaire, leur intérêt à eux, c'est effectivement de faire rentrer les panneaux solaires au prix le plus bas, et puis d'arriver à constituer des centrales d'énergie pour vendre cette énergie-là. Donc, il y a des lobbies extrêmement forts sur ce marché-là. Maintenant, on est aussi dans un marché où aujourd'hui le libre-échange est de plus en plus pratiqué, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de taxes sur de plus en plus de produits. Donc, je ne sais pas s'il faut vraiment se battre contre ça. Il y a plein de marchés qui sont aussi aujourd'hui, qui ont été libérés, et il faut arriver simplement à trouver sa place dans ce marché-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre place ne sera pas de faire du panneau simple, mais plutôt de vendre un système complet. Donc ma bataille, elle va être plutôt là-dessus, et de faire reconnaître, par contre, ces systèmes complets par des vraies validations techniques. On est en train de travailler notamment là-dessus. Nous sommes 100% sous avis technique, et ça veut dire que nos solutions sont reconnues comme fiables et robustes, ce qui n'est pas le cas de nombreuses solutions venant de Chine. Mais pour autant, est-ce que d'un point de vue politique, la France a envie d'énergie renouvelable? Quand on sait que 75% de la production électrique est encore faite et réalisée par le nucléaire, est-ce que aujourd'hui, alors en plus quand on sait que le crédit d'impôt sur la transition énergétique va baisser en 2018-2019, qu'est-ce qui va donner envie aux Français d'y aller? Alors, d'abord, sur le moyen et long terme, je pense que personne ne peut douter qu'on a besoin de basculer et de faire cette transition énergétique. Maintenant, c'est le passage à l'acte qui est difficile. Est-ce qu'un matin, on se réveille, on dit « j'ai envie de faire une rénovation énergétique de ma maison ». Là, s'il n'y a pas effectivement quelques impulsions, quelques incitations, le passage à l'acte est plus difficile. Donc, il faut le combiner à plusieurs choses. D'abord, combiner cette incitation à une offre qui apporte de la fiabilité, qui est durable et qui apporte du confort. Je crois que toute personne est plus sensible au confort qu'il va amener dans sa maison, plutôt que simplement une réduction de sa facture énergétique. Certes, ça compte, mais comment je valorise ma maison en termes aussi de confort. Et les solutions qu'on propose, on essaie justement d'assister là-dessus par l'aérovoltaïque, l'air chaud qu'on amène, la domotique qu'on a intégrée et qui permet de piloter l'ensemble, c'est aussi du confort. Donc c'est un plus. Je voudrais qu'on ait un mot aussi pour terminer rapidement, parce qu'on est arrivé déjà au bout, sur la notion d'export. Est-ce que finalement la question de la transition énergétique, qui est le cœur justement de votre innovation, est-ce qu'elle est finalement pas très culturelle et trop culturelle, et qu'elle vous empêche d'aller jouer à l'international et à l'étranger, notamment dans les autres pays européens?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment culturel. Ce qui nous empêche peut-être d'aller plus jouer à l'international, notamment sur ces solutions-là, c'est que le marché est déjà compliqué parce qu'il évolue en permanence en termes d'association fiscale, de réglementation en France. Si vous ajoutez la complexité à l'étranger d'un contexte différent et des lois qui ne sont pas stables aussi, ça rend la démarche à export très complexe. C'est pour ça que sur ces marchés de la rénovation énergétique, chaque pays est une complexité en soi, donc exporter est difficile. Et notre premier but est d'abord de construire quelque chose de fort en France et de regarder ensuite les possibilités d'export. Le marché pour SETI, pour terminer rapidement, il est sur le domestique ou sur l'interprofessionnel, le B2B? Notre marché, il est sur les deux. Aujourd'hui, on est un acteur qui est né du B2B. On vend professionnel, mais avec une démarche de communication et de prescription souvent de plus en plus forte vers le client final. Donc on est, on va dire, un acteur du B2B, mais qui travaille vraiment en B2B2C. 215 millions d'euros pour terminer l'année, en tout cas, c'est ce que vous attendez. Il y a une progression ou un ralentissement, une érosion du chiffre d'affaires? À travers nos acquisitions et la croissance organique, on a fait plus 42% en 3 années. Est-ce que ça va continuer, ça Alors non, on ne peut pas faire des acquisitions chaque année. Là, on a dit que pendant 2 ans, c'était, je dirais, on digérait bien, on structurait. Par contre, la croissance organique, bien sûr, c'est ce qu'on vise, et j'espère cette année qu'on fera plus de 5% et un peu plus sûrement en croissance organique pour ce nouvel exercice. François Guérin, directeur général de SETI, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur les players et l'application mySun. C'était comme chaque semaine Vincent Levesque à la réalisation. Merci pour votre fidélité. Restez donc à l'écoute du son unique. À très bientôt.